Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour du Jinji Day, ma rubrique sur le jeu de rôle. Donc ça sera une vidéo écho slash réponse par rapport à une vidéo de François Letarte, une vidéo qui traitait sur les jets de dés inutiles en réponse à... comment il s'appelle? Il s'appelle François Gagnant le mieux, donc qui parlait de quelque chose qui était relatif à Donjons et Dragons, plus précisément Donjons et Dragons 5. Mais le problème ne vient pas tellement de Donjons et Dragons 5, en tout cas ce que je vais dire, c'est ça va plus loin que ça. Donc j'ai déjà fait cette vidéo-là à de nombreuses reprises. Et le but c'était surtout de pouvoir expliquer quelque chose, surtout à destination, parce que c'est rare que je parle de vidéos récentes où je parle aux débutants. Donc là je vais vraiment parler aux MJ, aux débutants, c'est encore plus rare, de la situation. Parce que ça m'a fait énormément marrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je vous donne la situation. Donc, c'est dans DD5. Il parle d'une règle. Alors, je rappelle quand même que DD5, je ne connais plus ou moins que ses dérivés et je ne connais pas les règles dans le fond du détail. Voilà. Ce que je vais présenter là, c'est la situation et apparemment, il dit que normalement, DD5, le MJ l'a traité comme ça et que c'est comme ça que ça doit être traité. Ça, je n'en sais rien, mais le problème n'est évidemment pas là, sinon je n'aurais pas à faire cette vidéo. Donc du coup, situation, donc un joueur rogue ou un... Peu importe que ce soit un rogue ou pas, c'est pas important. La personne se déplace discrètement et elle s'approche dans le dos du garde. Le MJ lui dit, je roule moi un test de discrétion, il réussit. Ensuite, il sort une dague avec sa main libre et il attrape la tête du garde avec sa main sur la bouche du garde pour pouvoir lui trancher la gorge. Donc, du coup, le MJ lui dit ok, c'est une grapple suivie d'une attaque. Donc, il doit rouler son initiative et que tu n'as pas d'extra attaque. Tu fais ton grapple avec la condition surprise sur l'ennemi et le plus rapide des deux attaquera le premier après le grapple. C'est tellement inutilement long, j'ai déjà marre en fait. Le joueur gagne l'initiative. Le MJ lui dit ok, good. Maintenant, comme l'ennemi est surpris, il saute le premier round, il roule l'athlétique pour le grapple. Là, le joueur il gagne le contest. Le maître de jeu lui dit ok, c'est toi qui as la meilleure initiative. Fais-moi ton jet d'attaque sans avantage parce que l'ennemi n'a plus la condition surpris. Le joueur il roule et succède. Ensuite, le jet d'attaque, il le réussit, mais il inflige 5 de dégâts. Le garde survit à l'égorgement. Tête de Pikachu surpris. Alors, je ne connais pas du tout des 5. Du tout, du tout. Je connais un dérivé à tout casser, et en plus de ça, je le connais pas très bien dans le détail, mais j'ai quand même une remarque à faire, une remarque que pas mal de rôlistes qui ont déjà un petit peu de la bouteille, et aussi même des fans de D&D vous le diront. Euh, on est sur un cas, c'est pas un cas d'école, mais pour moi, cette situation, dans la manière dont ça a été traité, même by the book, le truc a été fait d'une certaine façon. On aurait presque dit que c'est une restitution des règles, mais que la personne n'a pas conscience d'à quel point la règle elle est chiante. Je m'adresse au maître de jeu, pas au maître de jeu de la situation, mais au maître de jeu tout court. Il y a des fois, évidemment, c'est un truc qui arrivait dans les années 80, des années 80-90, on t'expliquait que quand une règle elle est chiante, c'est ton devoir de la modifier, de la changer ou de la virer, ou voire même de la remplacer. C'est dommage parce que au fur et à mesure des époques, à force de versions différentes, parce que les jeux ont de la bouteille, ce principe a été expliqué parce que finalement aucun jeu n'est parfait et que c'est assez spécial. Pourtant, je pense que ça devrait retourner sous les livres de JDR de maintenant. Avec évidemment quelques mentions spéciales en fonction du jeu. Mais ça doit revenir. Parce que je n'ai jamais vu un traitement de la discrétion aussi naze que ça. Et c'est pas les règles seulement le problème. C'est le maître de jeu d'avoir traité ça. Il y a une phrase en créole qui dit si pani soutirait, pani volait. En gros, si la personne euh, à des personnes pour lui servir d'alibi, ben finalement la personne ne peut pas être mise en cause. Et c'est exactement
ce qui s'est passé. Les règles étaient chiantes, elles étaient longues, elles étaient mauvaises, elles sont vecteurs de frustration, parce que tu fais tout ça de simagrée, tu réussis, et pour échouer là, la quantité de jets est mise en cause, mais c'est le traitement progressif et aussi la pensée de la méta-construction du rythme d'une partie qui devrait être prise en compte. Et là, la personne, le MJ, a respecté les règles, donc est-ce qu'on peut le saluer pour ça? Ben, si la règle est chiante, si la règle est frustrante, le jeu, est-ce qu'il doit être mis en défaut? C'est-à-dire, est-ce que Donjons et Dragons est le problème? Ben, si tu joues by the book, j'ai envie de te dire, ok, oui, mais c'est aussi la faute du MJ de ne pas avoir corrigé certaines choses. Et je vais expliquer un petit peu plus loin pourquoi, mais quoi qu'il en soit, la personne ne s'est pas adaptée et la situation était très mauvaise. Et je vais... Bon, est-ce que je suis obligé d'aller plus loin que ça sur cette partie? Je pense que oui. Donc on va aller un petit peu plus loin que ça en essayant de décortiquer cette action, en prenant du recul. En prenant du recul, combien de temps dure un round d'un personnage? Ensuite, à quel moment le round est appliqué? Ensuite, à quoi sert un jet de compétences? Une fois que vous avez ces questions, il y a aussi forcément, il s'agira, même si on verra ça après, de la modification d'une règle de changement ou X modification. Quelle était l'intention du MJ au travers de sa campagne? Puis ensuite, quelle était l'intention du créateur du jeu ou des créateurs du jeu quand ils l'ont créé? C'est toutes ces questions qui doivent vous trotter dans la tête. Évidemment, on pourrait se poser la question du joueur, je crois que c'est François Letsard, parce que la vidéo, ça fait un moment que je l'ai vue, qui parlait du fait que peut-être un joueur avait envie de faire comme dans les films, et qu'il a voulu en fait que le truc se traite vite et que ce soit, c'est quoi le mot? Un événement, un truc à surmonter qui était assez bénin. J'ai oublié le terme exact, pourtant je l'avais. Voilà, c'était un petit truc à surmonter et c'était vite fait. Et pour cause, que ce soit des JDR amateurs ou des JDR du commerce, le traitement de la discrétion et de ce genre de manœuvre se veut souvent très très court, mais aussi très très efficace. Maintenant, on va parler aux gens qui jouent à du D&D et qui sont des parfaits débutants. Des D&D like, des systèmes D20, vous entendez. À quoi sert une compétence? La compétence, c'est de faire preuve d'une certaine expertise ou aussi d'une certaine prédisposition sur lequel a travaillé votre personnage vis-à-vis de sa classe en progression ou vis-à-vis dans certaines modifications, certains héritiers de D&D, certains choix de spécialisation spécifique pour un spécialiste. Parce qu'en vrai, dans les JDR, si on prend l'exemple de True20, il reflète très très bien ça. Dans les JDR, il y a plusieurs catégories de personnages. Vous avez les guerriers, ou plutôt les combattants. Vous avez les érudits qui sont souvent affiliés aux mages ou aux lanceurs de sauts, aux maîtres des arts énergétiques. Et ensuite, vous avez le spécialiste, celui qui est versé dans les compétences, mais aussi des fois dans d'autres choses, comme par exemple la gestion du combat à distance, ou encore même il peut y avoir une facette qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus centrée vers comment dire ça, beaucoup plus centrée vers le traitement des compétences, mais aussi des fois vers la ruse, l'intelligence ou tout simplement la communication. Donc tu as le combattant, l'érudit et le spécialiste. Mais c'est là où ça va devenir intéressant. À quel moment brille le combattant? Quand il combat. Jusque-là, je ne vous ai pas surpris. Après, il peut se sublimer avec d'autres avantages. Il n'y a pas de souci. Ensuite, à quel moment brille l'érudit? Ben, c'est souvent les périodes qui ne sont pas les périodes de non-conflit, ou quand ils sont souvent protégés par les autres ou en retrait, et quand il doit exercer sa magie, ou encore son savoir pour pouvoir faire avancer l'intrigue ou aider les autres. Et aider les autres, ça peut prendre de nombreuses formes. C'est pas genre, oui, ils sont dédiés à aider les autres. Ils doivent tirer le meilleur de ce qu'ils savent, parce que
un mage ne vaut que ce qu'il sait pour pouvoir mieux évaluer une situation. Ce qui veut dire que l'érudit prend un peu du côté utilitaire du, euh, du spécialiste, mais sauf que lui, c'est son savoir appliqué qui va devenir un produit pour lui permettre d'agir de la façon la plus adéquate, avec justesse. Ensuite, tu as le spécialiste. Et c'est là où ça devient intéressant. Dans les D&D like, les compétences servent uniquement à montrer une certaine expertise choisie par le personnage. Mais au-delà de ça, quand il fait preuve de cette expertise, il avait une intention. Et c'est ça pourrait même être le terme, la phrase de le titre de la vidéo, c'est les intentions sont au-dessus de la quantité de jet de dés que tu dois faire. La personne veut crocheter. Pourquoi elle veut crocheter? C'était quoi son intention? C'est facile, fallait l'ouvrir. Ensuite, la personne veut faire un jet de persuasion. Son but, c'est de persuader, mais de persuader dans quelles circonstances? Est-ce que c'est parce que il y avait une tentative d'ascendant de la personne qui est en face? Est-ce que c'est une méfiance due à certains événements? Ou est-ce que le fait que vous avez une mauvaise réputation qui a traîné? Ou en fait, vous avez dans votre groupe une race qui, dans la généralité, hein, surtout dans les univers D&D, elles ont une mauvaise réputation. Par exemple, les tieflins. Convaincre peut avoir non seulement des enjeux, mais aussi des intentions. Quand tu intimides, c'est avoir l'ascendant sur quelqu'un ou lui permettre de douter. La compétence pour le spécialiste est très importante parce que finalement, la résolution de son jet de compétences ou des jets de compétences de tous les personnages a une intention et c'est la résolution de cette intention qui va être traitée. Il peut des fois avoir une résolution en un temps, c'est-à-dire qu'il fait juste son jet et la difficulté est opposée juste au scepticisme de la personne, à la difficulté qui est mise en face, ou encore des circonstances qui viendront ajouter ou enlever du degré de difficulté. Et dans la résolution en deux temps, il fait son action et c'est vis-à-vis de ce qui est vraisemblable vis-à-vis de ce que la personne a voulu dire, faire ou agir. Et de l'autre côté en face, là aussi il s'agit souvent d'une autre personne, je crois que c'est comme ça que ça représente dans les D5 maintenant, la personne peut se poser la question, est-ce que tu l'induis en erreur? Et là, il fait un jet de perspicacité insight, je crois que ça s'appelle, pour essayer de voir. Et là, c'est une résolution en deux temps. Mais quoi qu'il arrive, la compétence, le système de compétences dans les systèmes D20 sert non seulement à montrer une expertise, mais aussi à faire valoir une intention. Quelle était l'intention du joueur dans cette... Donc du coup, quelle était l'intention de la personne, l'intention du joueur? L'intention du joueur, c'était de prendre ce garde dépourvu, de pouvoir la mettre hors d'état de nuire. Avait-on besoin d'autant de jets pour pouvoir résoudre cette situation? En vrai, non. Mais par contre, si tu as décidé d'être taquin, tu pouvais traiter ça avec le minimum de jets possible. Puisqu'on va garder encore ce modèle de l'intention. Admettons que tu as un MJ qui est pas chiant, mais qui peut par exemple, traiter ça avec, pour rendre la situation, le scénario plus coriace. Il peut très bien te dire, ta vitesse de déplacement de base, c'est ça, ta vitesse de sprint, c'est le double. Ben, en fait, ta vitesse à aller au prudent, ben, c'est ta vitesse de base divisée par 2. Donc, si par exemple, le déplacement, c'est 9 mètres, et que tu dois, entre guillemets, tu dois arrondir, ben, à ce moment-là, tu fais que c'est à 4 mètres. Si le personnage avait 4 mètres à parcourir ou moins, à ce moment-là, tu ne fais qu'un seul jet de discrétion pour pouvoir arriver à ses fins. Par contre, si c'était beaucoup plus loin, ben, à ce moment-là, c'est la personne, elle fait un jet, elle avance de 4 mètres, elle n'est toujours pas arrivée à portée de cette personne, la personne, passivement, va faire un jet de perception. Perception plus de brise de difficulté, la compétence de la personne qui est furtive. Plus ou moins les dons s'il a une perception spéciale grâce aux dons. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc niveau discrétion, il y avait un moyen de faire le moins de jets de dés possible. Mais par contre, à partir du moment où il voulait faire le jet de discrétion pour faire ce qu'il avait à faire, je vous ai parlé aussi du traitement de... comment ça s'appelle?
le traitement de la résolution des dégâts et aussi le traitement de cette situation. Combien de temps dure un round en général? Je dis pas un tour, un round. C'est à peu près, je crois que c'est à peu près, ça dépend des jeux, mais je crois que c'est entre 3 et au plus gros que j'avais vu, c'était 10 secondes. Mais je crois que pour des likes, c'est du 3 à 5 secondes, si je ne me trompe pas. Vous me le confirmerez. Et le truc, c'est est-ce que tu peux considérer que tu as un round quand tu es en conflit? À ce moment-là, des gens te diront non, la personne n'est pas en conflit. Au pire, même si je prends le traitement que j'ai fait, c'est-à-dire que par tranche de D4, s'il a 9 de déplacement, du coup, le jet passif, c'est un jet passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de round, c'est une notion de la personne agit, l'autre personne passivement, elle fait la perception passive. Donc, c'est pas qu'elle écoute, c'est ce qu'elle entend, c'est ce qu'elle voit, c'est pas ce qu'elle regarde. Après, évidemment, les modificateurs peuvent changer si par exemple, il regarde dans la direction de la personne qui est discrète. À ce moment-là, ça peut changer les choses. Puis, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que, étant donné la quantité de temps que tu déploies dans un round, passer la main sur la bouche de quelqu'un, puis ensuite l'égorger, c'est une formalité. Je crois que c'est ça que j'ai cherché comme mot depuis le départ. C'est une formalité. Ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est une simple formalité. Et parce que c'est une simple formalité, la personne elle est arrivée au bout, elle fait son truc. Tu peux décider que la plupart des gens diront bon mais c'est bon, t'as réussi à le mettre en combat. Ou le tuer, comme tu veux. Mais du coup, qu'est-ce qui était encore plus frustrant, c'était le traitement des dégâts. Alors, c'est une attaque furtive, la personne a visé la gorge, les jets localisés dans ce genre de jeu-là, j'ai pas trop vu ça exploité, mais moi par exemple j'ai commencé à le mettre, les jets localisés, pour pouvoir aider. J'ai mon propre calcul. Et les jets localisés, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, il y avait tellement de façons de régler la résolution des dégâts ou de la résolution de la situation que ça en devenait absurde. Par exemple, quelqu'un qui est furtif, tu peux décider que tu lui mets le maximum de dégâts de l'arme, plus les modificateurs de force ou ceci, cela. C'est comme tu veux. Il y avait aussi la résolution. Moi, c'est ma méthode personnelle. Comment je gérerais une situation furtive, peu importe l'arme qui est utilisée ou ce genre de choses-là, pour moi, une attaque furtive, bon, déjà, peut-être par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux films, tout ça, une attaque à la gorge avec la dague, c'est one-shot direct. Et tu peux l'appliquer comme ça, moi je n'ai rien contre, et ce ne sera jamais que mon opinion si j'étais contre. Mais de l'autre côté, tu peux aussi traiter ça à ma façon, c'est-à-dire que tu infliges la valeur moyenne de la différence, en fait, entre le niveau que toi tu as et le niveau de ton adversaire. Voilà. Par exemple, imaginons que ton arme fait un D4, ton arme fait un D4 plus 1, le maximum c'est 5, tu arrondis à l'inférieur, puisque c'est souvent arrondir à l'inférieur, à ce moment-là c'est 2, ben, euh, à ce moment-là, tu es niveau 8, la personne est niveau 3, tu fais 2 fois, 2 fois 5, ça veut dire que tu fais 10 de dégâts. C'est une façon de voir les choses. Il y a plein de façons de traiter ça. Ou bien, tu peux décider que tu fais la valeur maximum des dégâts. Ou bien, tu peux traiter ça d'une certaine façon, c'est-à-dire que tu considères que vu que tu l'as pris par surprise, tu as pris des attaques dans le dos, tu peux lui faire la valeur maximum multipliée par 2. Ou si tu considères que c'est une arme furtive et que ça doit maintenir la furtivité après avoir fait cette action, à ce moment-là, tu mets les dégâts maximum multipliés par 2. Et voilà, il y avait des tas et des tas et des tas de manières de régler ça. Et ce que ça révèle, excusez-moi, ce que ça révèle surtout, c'est que, évidemment, il y a le manque d'adaptation du maître de jeu, mais aussi que le jeu, quand je vois la situation, je me dis le jeu, en fait, en matière de rythme de jeu, rythme de résolution, on est sur un jeu qui bégaye.
à la fois tu es sur un jeu qui bégaye, en fait j'ai un doute quand je dis ça, parce que pour moi il y a deux théories. Soit la personne a voulu appliquer les choses telles qu'elles est, elle ne s'est pas adaptée et elle manque cruellement d'adaptation. Voilà, c'est pas définitif, hein, tu peux changer ça. Soit de l'autre côté, le MJ, alors je ne connais pas la situation, c'est hypothétique. Le MJ n'avait pas envie que tu réussisses particulièrement ce jeu. Pour moi, je ne vois que deux solutions. Parce que traiter les règles d'un jeu en sachant que tu, euh, tu sais que c'est long et c'est chiant et que tu l'as traité comme ça, tu as vu que c'est traité comme ça, à un moment tu dois réagir. Il y a aussi un moment où tu as prescription, c'est le moment où finalement tu découvres le jeu. Et en découvrant le jeu, eh ben, tu te dis, ouais, ben, les règles, elles disent de faire comme ça. Et toi, ben, comme tu n'es pas trop spécialiste du jeu de rôle, ou bien que le jeu de rôle, tu le maîtrises pas totalement, tu te dis, dans le doute, je vais jouer by the book. Sauf qu'en vrai, est-ce qu'il y a tellement de gens qui jouent by the book? Surtout à des... Ben, pas tant que ça, en fait. D'ailleurs, il y a même des gens, ils partent du principe que, ok, je vais jouer à D&D, mais toutes les anciennes versions de D&D ou les nouvelles versions, je peux prendre la version que je veux et je modifie des règles. Par exemple, des gens te disent, ah, j'aime bien comment on traitait la situation de la discrétion dans la version 4. Donc ils te disent, on joue à D&D 5 mais avec la version 4. Voilà. Il y a des façons de résoudre ça. Donc la conclusion, elle va être assez longue. Donc voilà. Ma conclusion là-dessus, c'est que c'est soit un manque d'adaptation, soit que le MJ n'avait pas envie que tu réussisses, ou la prescription, c'est-à-dire que la personne a voulu appliquer ça dans le doute pour pouvoir maîtriser le jeu. Il y a des jeux qui ont des défauts qui sont inhérents à des règles spécifiques, ou de manière plus étendue au système de jeu. Modifier profondément le système de jeu, c'est assez compliqué. Et pour ça, je vais devoir expliquer un petit truc assez particulier. Je crois que c'est Compteur qui avait parlé de ça. Donc, je suis en bonne partie d'accord avec toi, mais je suis aussi plus d'accord avec toi dans une autre vidéo où tu disais que quand les joueurs ont choisi un jeu et ses règles, c'est important de ne pas tricher. Je sais, ce n'est pas le même contexte, mais selon moi, particulièrement dans D&D, il faut très souvent faire un jugement comme ça et contourner les règles. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive dans aucun autre JDR que je joue, parce que le seul JDR que je joue dans lequel une dague ne peut pas tuer aisément, c'est D&D. Donc apparemment, ce problème-là qui a été soulevé dans son racontard, c'est vrai, en fait. Dans tous les autres jeux que je connais, le garde serait mort sans avoir besoin de tricher. Et c'est très important ce qui va être dit là. Donc, de là le et donc JDR 238 dit de là le choix d'un jeu en suivant les règles te permet d'ajuster la situation. Dans le fond, ça me prend un outil qui rejoint les deux idéologies. Alors, ça c'est vraiment pour les débutants et c'est aussi quelque chose auquel vous pouvez croire ou auquel vous ne pouvez pas croire. Mais de par le caractère du jeu de rôle, de ses failles et aussi de certains éléments que j'ai vus d'observation, je, je vais dire un truc et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. En fait, réfléchissez autour. Pour moi, modifier une règle ou la changer ou etc., ce n'est pas tricher. Non, pour moi, ce n'est pas tricher du tout. Je vais quand même expliquer pourquoi. Donc, il est en train de parler de la situation et du fait que D&D gère les choses mal. J'ai déjà parlé du fait que les jeux dans les années 80-90, ils te disaient s'il y a un problème, tu dois modifier les règles. Et c'est pour ça que je vous ai dit de garder en tête le fait dans les questions, quelle était l'intention de l'auteur. Si ce que vous allez faire comme modification de règles vient à trahir l'intention de l'auteur ou d'une situation, parce que des fois des auteurs de jeux de rôle te disent dans leur jeu de rôle pourquoi ils ont fait comme ça et pas autrement, tu pourras savoir comment orienter le truc. Mais avec D&D, c'est plus simple. Et pas seulement les D&D, mais les D&D-like ou encore même des jeux qui, souvent, ce sont des jeux d'action-aventure. Quelle est l'intention
de l'auteur vis-à-vis de D&D. J'en avais déjà parlé dans ma récente vidéo sur D&D. L'intention, elle n'est pas compliquée. L'intention, c'est on veut faire vivre aux personnages, aux joueurs, une aventure d'action fantastique avec des personnages avec un caractère héroïque. Jusque-là, ça va. Quelle est la meilleure façon de devoir montrer le caractère héroïque? Il y a pas mal de situations qui permettent de le faire. Tu as les compétences, tu as le traitement des compétences qui montent par niveau, tu as les caractéristiques, tu as les dons, tu as les sorts, tu as les features, tu as plein de choses. Mais dans le cas présent, dans le cas de cette situation, ce qui fait que la personne est grandiose et elle se débrouille bien, et pourquoi la plupart du temps dans les jeux, la furtivité est quelque chose qui arrive vite, c'est parce que dans les situations, dans les films, dans les entraînements, même dans les entraînements militaires, quand tu vois que comment tu traites le fait de passer derrière le dos de quelqu'un et les entraînements, tout ça, concernant la discrétion, ben forcément tu te dis, ouais, effectivement, à partir du moment où tu te glisses derrière quelqu'un et que tu mets la main sur la gorge, sauf si par exemple si tu voulais faire un grappe avec une intention de lui faire une prise d'étranglement pour l'endormir, même là, prendre quelqu'un par surprise va l'empêcher de déployer par exemple toute sa force. Parce que l'autre aura déjà la bonne situation pour pouvoir placer une prise. Et avoir autant dilaté l'action et faire bégayer le jeu de rôle a causé le simple fait que le joueur pourrait être frustré par le fait qu'il a fait des tas de choses et pourtant il a réussi, il a trouvé enfin il n'a pas échoué, mais il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait l'intention de faire. C'est surtout très important quand tu regardes la partie conflit et hors conflit pour pouvoir gérer la situation. Sauf que tes règles ou les règles qui ont été appliquées, et c'est pour ça que je tiens à dire vraiment que c'est le MJ qui ne s'est pas adapté dans le doute, c'est parce qu'en fait cette règle-là, tu vois bien qu'elle ne s'est pas adaptée au goût du joueur. Le joueur peut être frustré que quelque chose se passe mal, entre guillemets. Mais par contre, il a le droit aussi de se plaindre quand quelque chose n'est pas traité ou bien qu'il trouve que ça manquait de justesse. Est-ce que ça manquait de justesse? Selon moi, oui. Pour les raisons que j'ai expliquées avant. Donc s'il y a bien un conseil et une conclusion à donner, c'est que déjà par rapport à ce que Kisani l'a dit, puisque je suppose que c'est par rapport à ça, les règles, être l'avocat des règles, c'est pas, il n'a pas parlé de ça, mais être l'avocat des règles, c'est-à-dire vouloir jouer by the book, vouloir jouer tel que c'est présenté dans le livre, il y a peu de gens qui font ça parce qu'en fait, des fois, tu peux même mal comprendre une règle qui a été écrite et que du coup, il y a un errata, ou encore que tu l'as compris d'une certaine façon et pas les autres, ou bien qu'il y a des explications qui sont données, ou voire même que tu trouves que tu avais une perception d'une règle qui était plus intéressante, et puis quand tu vois que tu as compris totalement qu'est-ce que ça voulait dire, tu te rends compte que la façon dont tu l'avais compris était meilleure et tu la gardes. Le by the book, c'est pas important, faut pas être l'esclave. Je dirais, comme disait François Letard, le mieux, c'est sans doute de faire ce qui plaît à l'expérience que toi, tu veux retranscrire en tant que MJ, et autour de la campagne que vous vouliez, toi et vos joueurs. Et de l'autre côté, les intentions de l'auteur, si elles ne sont pas trahies, ça va. Le truc avec D&D, c'est le but, il est assez simple et il est facile à comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est malléable et que les gens qui jouent à D&D et qui ont vraiment presque toutes les versions de D&D, ils prennent les règles qu'ils jugeaient intéressantes et du coup, ils font leur propre tambouille. Et à ce moment-là, je pense qu'on va se quitter sur une question qui est philosophique, c'est en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, c'est le principe du tas de paille. C'est un principe philosophique. En gros, c'est le tas de paille. À partir de combien de fétus de paille tu considères que c'est un tas? Combien de morceaux de paille que tu dois mettre pour que tu considères que c'est un tas? Et combien de tiges, en fait, combien de fétus de paille que tu dois enlever pour dire que ce n'est plus un tas? Voilà. C'est une question philosophique qui en fait,
pas encore résolue. Mais je pense que c'est très important de parler de ça dans le jeu de rôle parce que souvent il peut y arriver qu'il y ait des joueurs qui te disent oui mais tu ne joues plus à ce jeu de rôle là si tu ne respectes plus telle règle ou que tu as modifié cette règle là donc ça va pas. Alors que normalement même Wizards of the Coast, même les gens qui font des D&D savent qu'il y a des règles maison, savent qu'il y a certaines règles et aussi que des fois même, surtout je vois de ce que j'ai compris avec D&D 5, ils ont essayé quand même de faire en sorte que leurs features, leurs mécaniques qu'ils ont mis pour le système D&D 5 puissent te permettre une certaine marge de liberté pour créer ta propre sauce. Par exemple, dans une campagne, c'est comme dans les campagnes récentes, ils ont des livres de campagne où ils te disent, en fait, dans cette univers-là, dans ce scénario-là, il y a des sous-classes qui existent dans tel pays ou de ce genre de choses-là. Et qui finalement ne seraient qu'une adaptation ou une création de quelqu'un. Donc la notion du tas de paille, c'est la notion du jeu de rôle. C'est-à-dire, à partir de combien de trucs tu considères que c'est un tas de paille. Je pense que si tu mets, un tas de paille et tu mets une poutre au milieu bien en évidence, c'est plus un tas de paille, c'est un tas de paille avec une poutre. Vous voyez où je veux en venir? Et on peut aussi prendre la métaphore du le tas de paille, c'est ça peut être aussi un tas de paille et puis tu mets une branche d'orge dedans et on te dit ouais mais le truc est de base il était de blé et là tu viens mettre d'un truc d'orge donc ça change. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ce que je veux dire par là c'est que tant que vous ne trahissez pas l'intention de l'auteur et tant que ça permet de corriger une situation que vous trouvez euh, chiante ou encombrante ou ce n'est pas la façon dont vous voudriez traiter la chose, ben vous allez la traiter. Ce n'est pas de la triche. Pour moi, c'est de la triche à partir du moment où tu es arbitraire, à partir du moment où la règle, elle est arbitraire et qu'il n'y a pas de... C'est même pas il n'y a pas d'excuses, parce que tout le monde peut trouver des excuses, c'est que finalement, il y avait des façons de régler une situation et que tu as choisi celle-là parce que celle-là t'arrangeait plus en tant que maître de jeu et que ça désavantageait les joueurs. C'est quand tu veux modifier artificiellement la balance des possibilités des joueurs pour toi-même en tant que maître de jeu, ou encore pour des situations des fois qui sont bêtes, ou encore que tu trahis le procédé du système de jeu et de résolution, c'est assez, ou bien même de l'intention de l'auteur et ton intention à toi, c'est à ce moment-là que la règle, elle finit par dénaturer le jeu et aussi trahir l'intention et donc du coup être entre guillemets de la triche. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à ça, de croire à ça, mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et après avoir modifié plusieurs fois Pathfinder version 1 pour corriger certaines erreurs ou certains problèmes, la façon dont ça s'est résolu, où j'ai réglé ça, m'a montré que c'était effectivement la bonne façon de faire. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo pour parler de comment j'ai fait pour modifier Pathfinder version 1, c'était quoi les règles, mais ça sera pas pour tout de suite. Bien, je vous laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir. Là, parce que là, il faut vraiment que je filme mon dossier. J'ai trop de vidéos à uploader. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.